Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir Monsieur Bertrand. Ou devrait-on dire de nouveau bonsoir, puisqu'en 2014, vous aviez déjà accepté l'invitation de notre association. Mais alors Antoine, si je comprends bien, on prend les mêmes et on recommence? C'était pas nous. Non. Presque les mêmes et on recommence. Et ben non Paul, c'est pas les mêmes et on recommence pas. Déjà, nous ne sommes pas dans le même amphithéâtre, celui où nous sommes aujourd'hui est plus grand. Peut-être même un peu trop grand en ces périodes de grève. Enfin bon. Depuis 2014, notre école a changé de logo et de nom. La droite est passée de 20 à 8% de suffrage aux élections européennes. Bref, tout a changé. Monsieur Bertrand, vous naissez le 21 mars 1965 à Châlons-sur-Marne, aujourd'hui Châlons en Champagne. Fils d'un père cadre à la Société Générale et d'une mère employée de banque, vous vous dirigez naturellement vers une grande école de commerce avant de faire l'ENA. Non, non et non. Vous le dites vous-même à qui veut bien l'entendre. Comme le dirait le rappeur Nekfeu, j'ai pas fait l'ENA ni Sciences Po, j'ai pas fait HEC. Vous n'avez pas fait vos études là-haut, avec eux, à Paris, mais en Champagne, à Reims, où vous obtenez une maîtrise en droit public et un diplôme d'études supérieures spécialisées d'administration locale. Mais avant même de songer à l'université et de vous engager dans vos études supérieures, vous vous étiez déjà engagé dans un autre combat, celui de votre vie sans aucun doute, la politique. À 16 ans, vous militez au RPR, puis vous vous présentez pour la première fois aux élections municipales de Saint-Quentin en 89. Vous ne serez pas élu, mais ce n'est que partie remise. Après avoir participé à la campagne pour le non, à l'occasion du traité de Maastricht en 92, vous débutez une carrière d'agent assureur. D'assurance, vous n'en manquez pas d'ailleurs, car votre vie politique ne s'arrête pas là. Vous devenez en 1995 adjoint au maire de Saint-Quentin, chargé de l'animation et du développement. Vous montrez à qui le veut que oui, vous avez des idées pour cette petite ville du Nord en perte de vitesse. Cette moyenne ville du Nord... D'accord. Je retire. Vous êtes ainsi l'un des créateurs de Saint-Quentin-Plage, précurseur de Paris-Plage. C'est vrai qu'à Paris, il fallait déjà avoir de l'ambition, mais alors à Saint-Quentin, dans le nord de la France, c'est quand même osé. 18 degrés en moyenne sur le mois de juillet, tout de même, mon cher Paul. C'est beaucoup, là. Quoi qu'il en soit, votre carrière politique prend un véritable tournant lorsque vous êtes élu député de la 2e circonscription de l'Aisne en 2002. Vous devenez rapporteur de la loi sur les retraites en 2003 à la demande d'Alain Juppé. Membre du fameux club de la Boussole, fidèle au président Chirac et au Premier ministre Raffarin, ce soutien est récompensé en 2004 lorsque vous devenez secrétaire d'État chargé de l'assurance maladie. Le nom des Français au traité établissant une constitution européenne en 2005 pousse ensuite Jean-Pierre Raffarin, l'illustre fondateur de notre association, à présenter sa démission. Le remaniement vous propulse alors ministre de la Santé et des Solidarités. Mais entre véritable promotion et cadeaux empoisonnés, il n'y a qu'un pas. En effet, vos débuts avenue Duquesne sont marqués par l'épidémie de chikungunya à La Réunion et l'arrivée de la grippe aviaire en Europe. On ose à peine imaginer ce qu'il pourrait se passer si vous deveniez président de la République, monsieur Bertrand. À votre bilan, la création d'un corps sanitaire de réserve et l'interdiction de fumer dans les lieux publics en 2006. De manière plus polémique, vous décidez d'aller à l'encontre de l'avis de la Haute Autorité de la Santé qui prescrivait alors l'arrêt du remboursement d'un tristement célèbre médicament, le Mediator. C'est faux. Voulez-vous vous expliquer? C'est faux, et il vous suffit de lire le rapport de l'IGAS pour voir que jamais cette décision n'a été présentée au ministère et au ministre. Ça figure noir sur blanc dans le rapport de l'IGAS. D'accord, j'ai pris mes sources dans le Figaro, mais veuillez m'excuser. Mais déjà, les présidentielles de 2007 arrivent et vous vous engagez auprès de Nicolas Sarkozy en tant que porte-parole de sa campagne. Un choix payant qui vous permet d'être nommé ministre de la Santé, du Travail et de la Solidarité en 2007. Réélu la même année dans votre circonscription, vous laissez naturellement votre siège de député instantanément avant de le reprendre automatiquement à votre sortie du gouvernement en janvier 2009 grâce à une loi votée quelques semaines auparavant. Quelques jours plus tard, vous prenez la tête de l'UMP. Mais le jeu des chaises musicales n'est pas fini, puisque vous êtes de nouveau nommé ministre en 2010, mais cette fois du travail, de l'emploi et de la santé. Et quand on parle de la santé, on ne parle pas de la prison de Patrick Balkany. Merci Antoine. En 2012, vous êtes de nouveau élu dans votre circonscription. Cette fois, vous faites le choix de rester siéger, du moins dans un premier temps. Vous candidatez à la présidence du groupe UMP à l'Assemblée, mais c'est Christian Jacob, proche de l'influent Jean-François Copé, qui est... Vous entretenez déjà le suspense sur une éventuelle candidature à la présidence de l'UMP. Vous y renoncez finalement et en 2015, vous vous présentez à l'élection régionale dans la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Partout en France, le constat est terrible pour l'UMP et le PS après le premier tour. Le Front National fait une percée historique dans votre région plus que partout ailleurs. Marine Le Pen reçoit 40% des suffrages au premier tour et vous, seulement 25%. Le PS, pourtant en situation de triangulaire, se retire, fait campagne à vos côtés pendant l'entre-deux tours. Vous êtes élu avec 57% des voix.
Cette élection, rendue possible par le retrait et le soutien de la gauche, est un véritable tournant dans votre carrière politique. Vous décidez, en vue des présidentielles de 2017, d'être le candidat du Rassemblement, le candidat qui chercherait à dépasser le clivage droite-gauche. Vous êtes finalement élu le 7 mai 2017 président de la République en faisant une fois de plus barrage au Front National. Alors, non, je te coupe, tu confonds avec Emmanuel Macron, là, Paul. Ah, pardon. Bon, je vais reprendre. C'est la République des Hauts-de-France. Exactement. Cette élection, rendue possible par le retrait et le soutien de la gauche, est un véritable tournant dans votre carrière politique. Vous décidez de retirer votre candidature à la primaire de la droite et du centre annoncée en 2015 pour vous concentrer sur votre région. Vous y collaborez bien volontiers avec l'opposition, ce qui change votre vision de la politique. C'est donc tout naturellement que vous votez pour un candidat sobre, aux programmes équilibrés, François Fillon. Alors que beaucoup citent votre nom en potentiel Premier ministre de ce dernier, vous restez en retrait tout au long de la campagne des primaires, puis refusez un poste au sein de l'équipe de François Fillon. S'ensuit une immense comédie humaine. Les affaires déciment la campagne de François Fillon. Vous tentez sans succès de débrancher le candidat Fillon avec Valérie Pécresse et Christian Estrosi notamment. La droite n'est pas présente au deuxième tour d'une élection annoncée imperdable. C'est le début d'un long chemin de croix pour la droite, dont on ne sait toujours pas s'il ne fait que commencer ou bien s'il touche à sa fin. Malgré cette défaite de la droite, les rumeurs sur votre éventuelle nomination en poste de Premier ministre continuent d'alimenter la chronique. Vous seriez l'un des favoris d'Emmanuel Macron pour ce poste. Vous refusez. Et le fait de savoir à qui veut entendre. Parce qu'on pose la question. On était tous admis à Matignon. On était tous admis à Matignon. Aurait-on entendu dans les couloirs de l'hôtel de la région Hauts-de-France? La suite, on la connaît. Un temps pressenti pour candidater à la présidence du parti Les Républicains, vous êtes finalement spectateur du match opposant Laurent Wauquiez à Florence Portelli et Maël de Calan. On se doute que vous préférez assister au match de basket du club de Saint-Quentin dont vous êtes actionnaire. Dans les deux cas, à la fin d'une partie, à la fin d'un parti, il est de bon ton de s'en aller et de rentrer chez soi. Vous quittez les Républicains le lendemain de l'élection de Laurent Wauquiez en décembre 2017. Mon parti, c'est la région Hauts-de-France, déclarez-vous ensuite. Monsieur Bertrand, doit-on vous rappeler que vous avez créé en 2012 la Manufacture, enregistrée comme micro-parti? Doit-on vous rappeler également que plusieurs vingtaines d'antennes locales ont été inaugurées à travers la France? Passons. Depuis 2014 et votre dernière venue dans notre établissement, vous avez véritablement franchi un cap. Votre méthode. Vos journées commençant tôt le matin et terminant tard le soir. Vos rencontres avec les Français et les gens du Nord. Vos siestes improvisées dans votre véhicule. Tout cela semble aujourd'hui plaire aux Français. Certains sondages font même de vous le favori à droite pour 2022, devant votre rivale Valérie Pécresse. Des Hauts-de-France au pays tout entier, il semble n'y avoir pour vous qu'un pas. Les élections régionales de mars 2021. Un succès conditionnerait vos chances pour les élections présidentielles de 2022. Gare à ce tremplin qui pourrait se transformer en planche savonnée. En janvier 2008, enfin, Fillon disait en privé « Xavier Bertrand, maçon, il est franc, un peu moins ». En tout cas, on espère que vous le serez avec nous ce soir. Une nouvelle fois, Monsieur Bertrand, merci d'avoir accepté l'invitation de notre association. Et bonne conférence à tous. Bonsoir, Monsieur Bertrand. Bonsoir. Tout d'abord, avant de commencer l'interview, avez-vous une autre remarque à faire sur le portrait dressé par Paul et Antoine? Non. Je ne sais pas si vous a demandé beaucoup de travail, je ne sais pas si le sujet vous a amusé ou pas, mais s'en sont bien tirés avec humour. Avec humour. Et quasiment vrai à quoi, 95%? Très bien. Donc le premier thème que nous souhaitons aborder ce soir est celui de l'Europe. Donc vous êtes un europhile convaincu. Pourtant, on assiste ces derniers temps en Europe à une montée de l'euroscepticisme. De plus en plus d'Européens semblent considérer que l'Union européenne n'est pas une réussite. Quelle part de vérité accorder à ce constat et quels sont pour vous les succès et les échecs de l'Europe? La paix, un véritable développement économique. On l'oublie, mais ceux qui n'étaient pas dans l'Europe avant, ça remonte à très loin. Vous êtes né en quelle année? 99. D'accord. Il fut une époque où l'Espagne, le Portugal, la Grèce n'étaient pas dans l'Europe. Ce n'était pas le même niveau de développement économique. C'était pareil pour un certain nombre de pays de l'Est. On ne se rend pas compte pour qui voyage, mais le fait d'avoir une monnaie commune, c'est quand même plus simple. C'est du pouvoir d'achat en plus. Et si nous n'avions pas eu l'Europe, on n'aurait jamais eu Airbus, par exemple. Donc tous ces succès-là, le problème, on dit chez moi, sucrerie avalée n'a plus de goût. Et c'est vrai que tout ça, ça fait tellement partie de notre vie qu'on ne se rend même plus compte de ce que ça représente. Et on voit les problèmes. Or, bien souvent, les problèmes en France, on a tendance à dire « ça ne marche pas, c'est de la faute à l'Europe ». Ce n'est pas vrai. C'est bien souvent de la faute des responsables politiques français qui rejettent la responsabilité sur d'autres. Ce n'est pas très courageux, ça existe depuis longtemps, mais c'est avec ce genre de comportement
qu'on ouvre un boulevard à ceux qui disent que tous nos problèmes viennent de l'Europe. Je vous donne juste quelques exemples. On a des dossiers aujourd'hui, des dossiers agricoles sur lesquels l'Europe donne des moyens financiers. Les complications, ce pourquoi c'est long, c'est des complications franco-françaises. Mais c'est tellement facile de dire c'est de l'argent de l'Europe, c'est la faute à l'Europe. C'est franco-français. J'ai un projet de canal, de grand canal, de 107 km, le canal Seine-Nord-Europe, 5 milliards d'euros de financement, 30 000 emplois à la clé, ce ne sont pas mes chiffres à moi, parce que le monde économique parle plutôt de 50 000, moi je dis 30 000. Si je n'ai pas l'Europe qui fait un chèque de 2 milliards d'euros, ce projet ne voit jamais le jour. Et l'Europe a été rapide, efficace, c'est l'État français qui s'est fait tirer l'oreille. Ils viennent d'où les problèmes? De l'Europe ou de la technostructure française? De la technostructure française. Donc il faut arrêter avec ce sport débile qui est pratiqué en France, de dire qu'à chaque fois, si c'est bien, c'est grâce à la France, et si c'est mal, c'est la faute à l'Europe. Ça n'est pas vrai. Et après, on dit, oui, mais l'Europe, d'accord, pourquoi pas, mais c'est les technocrates qui décident. C'est pas vrai. Il n'y a aucune décision qui est prise en Europe sans que les politiques n'aient leur mot à dire ou que les politiques auraient eu la possibilité d'empêcher les choses. Donc moi, je plaide tout simplement pour que l'Europe ne s'occupe pas forcément de tout, mais qu'on détermine des secteurs dans lesquels l'Europe peut agir. À titre personnel, je ne suis pas très fanat des GAFA. Et je pense sincèrement que les GAFA, non seulement nous pillent, et nous y espionnent. Bon. Et notamment Google, Facebook ou autres, il y a beaucoup à dire. Bon, ce n'est pas seulement la France qui peut réussir. Et notamment, tout ce qui a été fait sur les droits voisins, sur les droits d'auteur, c'est l'Europe qui a permis qu'on commence à tordre le bras aux sales pratiques d'un certain nombre de GAFA. C'est l'Europe, avec Mme Vestager, la vice-présidente, qui a obtenu que parce qu'ils ne respectaient pas les règles, leur impose des amendes dignes de ce nom. C'est l'Europe qui est capable de le faire. Demain, si on veut avoir une véritable coopération économique, si on veut desserrer les mâchoires de l'étau Chine et États-Unis, j'aime beaucoup mon pays, mais 66 millions de Français tout seuls, on n'y arrivera pas. C'est l'Europe qui peut nous permettre justement de le réussir et de le réaliser. Donc vous voyez, il y a beaucoup de sujets sur lesquels, clairement, l'Europe, c'est parfois, allez, on va dire maintenant, 26 fois plus long, mais quand ça marche, c'est 26 fois plus fort. Donc je crois vraiment à la question européenne, vraiment. Merci beaucoup. Vous avez mentionné le fait que les actions des dirigeants politiques puissent être, que les dirigeants politiques avaient une responsabilité dans le fait qu'il y ait cet euroscepticisme grandissant en Europe. Et justement, on aimerait revenir sur cette question de la crise de légitimité. Vous-même, vous votiez non en 1992 lors du référendum sur le traité de Maastricht, car il n'y avait pas assez de contrôle démocratique selon vous. Cependant, vous avez également fait partie du gouvernement Fillon qui a signé le traité de Lisbonne en 2007, alors que les Français ont voté non 2 ans plus tôt au projet de constitution européenne. Comprenez-vous, de manière plus générale, que les citoyens européens puissent se sentir délaissés par l'Union européenne? Et y a-t-il plus de contrôle démocratique aujourd'hui qu'en 1992? Non, mais la question de 92, c'était le passage à l'euro. Et moi, je pensais qu'on mettait la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire qu'avant de faire une vraie convergence économique et fiscale, on mettait en place une monnaie commune. Et c'est ce qui s'est passé. Quand on voit aujourd'hui les difficultés qu'on a eues, la crise de l'euro, c'est parce que les pays, on leur a fait adopter une monnaie commune alors qu'il n'y a toujours pas de vraie convergence au niveau de la zone euro. C'est ce problème-là du départ. Parce que moi, vous savez, je suis gaulliste, donc tous les procès qui consistent à dire « ouais, parce que vous avez voté non à un traité, vous êtes anti-européen », pas du tout, je vous l'ai dit tout à l'heure. La France toute seule, ça peut pas, on ne peut pas réussir. Sauf que derrière, encore une fois, moi j'étais ministre en exercice, même président d'exercice de l'Union européenne, on peut faire bouger les choses. Mais il faut arrêter que les politiques se planquent derrière les technocrates ou derrière les règlements. Il faut simplement que les politiques fassent de la politique et prennent leurs responsabilités. Et dans ces cas-là, ça marche. Parce que quand vous prenez notamment, on a la crise de 2008, Sarkozy, président de l'Union européenne en exercice, c'était plutôt une bonne nouvelle. Parce qu'à l'époque, M. Obama, qui est un mec certainement génial, mais qui met un peu plus de temps que les autres pour prendre une décision, ce n'était pas sur lui qu'il fallait compter. Donc d'avoir des vrais politiques qui prennent des décisions, qui prennent leurs responsabilités, dans ces cas-là, ça marche. Dans ces cas-là, ça marche. Vous n'avez pas eu l'impression peut-être de trahir la confiance des Français en prenant un petit peu le contre-pied de ce qu'ils avaient décidé en 2005? Oui, sauf qu'en 2007, avec le traité de Lisbonne, c'est pas reprendre exactement le traité européen. C'est pas tout à fait la même chose. Non, il ne faut pas se raconter de blagues. C'était l'adoption d'un traité, d'une constitution qui a été refusée. Et donc après, il a fallu revoir la copie. C'est ça le vrai sujet. Et la question, c'est à un moment donné, est-ce que vous faites redémarrer l'Europe, oui ou non? Mais quand vous prenez notamment ce qui s'est passé avec le Brexit, moi je suis aux premières loges parce que je suis le voisin le plus proche
du Royaume-Uni. La question du référendum, on voit sur quoi ça se joue, de quelle façon. Ce n'est pas pour autant qu'il faut en tirer les conséquences. Est-ce qu'ils sont contre l'Europe ou pas? Il y a plein de facteurs qui jouent, qui rentrent en ligne de compte. Mais à l'époque, est-ce qu'il fallait faire redémarrer avec le traité de Lisbonne? Oui, je le pense. Et ce sera à refaire, je pense qu'il faut le refaire. Très bien, merci pour votre réponse. Donc, une dernière question sur l'Europe. Donc, vous êtes président de la région Hauts-de-France, région qui a un statut particulier avec le Royaume-Uni. Et comme nous le savons, depuis 3 ans maintenant, le Royaume-Uni fait l'objet de multiples problèmes au sein de l'Union européenne, notamment donc, à cause du Brexit. Comment, pour vous, en tant que président de région Hauts-de-France, abordez-vous cette crise et quelles sont les perspectives pour la région Hauts-de-France? Qu'est-ce qui va changer? Quelles sont les solutions à proposer? Bon, la première des choses, c'est que les Anglais, ça n'a jamais été des Européens faciles. Moi, qu'on puisse dire, ils ont toujours été Européens à leur façon. Depuis 1972, c'était un pied en dedans, un pied en dehors, mais bon, il faut savoir ce qu'on veut. Le Royaume-Uni, alors, je suis plutôt, comment dirais-je, proche des Britanniques, parce que c'est quand même la deuxième puissance économique européenne, et qu'ils soient partis n'est pas une bonne nouvelle, ni pour nous, ni pour eux. Je pense que, je vous l'indiquais sur les raisons qui ont présidé à leur vote, je pense qu'ils sont quand même tirés une balle dans le pied. Tous ceux qui nous disent qu'avec le Brexit, ça sera génial pour eux, honnêtement, je veux bien, mais on en reparlera dans quelques années. Mais ils ont fait le choix. Et on doit respecter ce choix. Il y a eu un référendum, on ne va pas leur demander de revoter tant qu'ils changent d'avis. Donc on respecte ce choix. Là où on a un sujet, c'est qu'il y a chez beaucoup d'Européens, de dirigeants européens, l'idée suivante. Bon, les Anglais ont voulu partir, tant pis pour eux, et puis de toute façon, on va les punir. Alors là, ce comportement, il est totalement débile. Parce que je vais vous dire un truc, la deuxième puissance économique européenne, on a plutôt intérêt à continuer à faire du business avec eux. Aujourd'hui, il n'y a pas de droit de douane avec eux. Si on en met, ce n'est pas eux que ça va pénaliser seulement, c'est nous que ça va pénaliser. Et en plus, l'Union européenne, elle a plutôt intérêt à garder des liens avec notamment le Royaume-Uni. Si vous voulez une défense, une coopération en matière de défense, elle se fera plus facilement avec les Anglais qu'avec les Polonais. Hein. Donc on a plutôt intérêt à ne pas rentrer dans une guerre froide avec eux, à ne pas leur tourner le dos, et puis de penser que de toute façon, il y a une question géographique qui joue. C'est quand même les voisins les plus proches. Et que quand ils se seront mis d'accord, eux, sur les conditions qu'ils proposent à l'Union européenne pour la sortie, ça serait peut-être bien de ne pas chercher à les punir. Alors je revendique tout ça au nom d'un grand pragmatisme, et surtout parce que je pense que dans la relation européenne, on a toujours joué le moteur franco-allemand, on a eu raison, mais les Anglais, même si ce n'est pas des Européens faciles, c'était quand même mieux, franchement, de continuer à gérer les choses avec eux. Après, je veux aussi vous dire un truc, c'est que le Brexit, ce n'est pas ce qui menace le plus l'Europe. L'Europe a plutôt intérêt à se mettre d'accord sur des vrais points de convergence. Je vous donne un exemple. Quand je veux aujourd'hui faire venir une entreprise européenne ou internationale, l'Europe autorise la Pologne à mettre 25% sur la table d'aide, tout confondu. La France, 12,5%. À l'époque, ça pouvait justifier ce que la Pologne avait besoin de se développer. Aujourd'hui, c'est plus la même Pologne qu'il y a 20 ou 25 ans. Si eux, c'est 25, pourquoi moi, c'est 12,5? Et si j'ai 12,5, qu'ils aient 12,5. Ces sujets-là, il faut les mettre clairement sur la table. Ça, ces délocalisations au sein de l'Europe, ça menace plus l'Europe que la question de la sortie de la Grande-Bretagne. Les crises migratoires. On a connu une crise migratoire terrible en 2015, qui explique aussi en partie la montée, la progression du Front National, parce que l'Europe n'a pas su apporter de réponse. Demain, on a quand même plutôt intérêt à savoir comment on réglera ces crises. Ça met plus en péril l'Europe, la question des frontières de l'Europe. Est-ce qu'on n'a pas intérêt demain à avoir un nouveau traité de paix et de développement entre l'Europe et l'Afrique, plutôt que de continuer à dire en faisant un tout petit peu d'aide, mais qui est à mon avis microscopique par rapport à ce qu'il faudrait faire, on a plutôt intérêt à avoir ce partenariat avec eux. Ça, c'est le job de l'Europe. Ça menace plus l'Europe que le départ des Anglais. Et donc sur la question, qu'est-ce que ça peut occasionner? Bon, honnêtement, si on avait des tonnes de formalités, on peut penser que ça peut bloquer les Hauts-de-France. Non, parce que les camions qui seront bloqués ne seront pas tous des Hauts-de-France, ils seront de toute la France et de toute l'Europe. Donc on a beaucoup anticipé les choses dans la région, notamment en bossant avec le monde économique, la Chambre de commerce, l'État, le préfet et donc le Conseil régional. Mais ce que je me dis, c'est que les Anglais ne resteront pas prisonniers de leur île. C'est-à-dire qu'ils voudront continuer à faire du business avec l'Europe, et certains, pour ne pas avoir de droits à payer, voudront s'installer en Europe. Et l'Europe la plus proche du Royaume-Uni, ce sont les Hauts-de-France.
27 km entre Douvres et Calais, soit par le tunnel, soit par le port. Et donc je suis en train d'essayer de négocier avec l'État une forme de zone franche à la sortie du tunnel. Le président de la République m'avait donné un avis de principe. Pour l'instant, ça se fait un peu attendre, parce que derrière, ça me permettrait d'avoir ces investissements. Et ensuite, entre Saint-Pancrace et Lille, Europe, j'ai 1h20. J'ai une forme de hub naturel, avec des bureaux et des locaux qui coûtent 3 fois moins cher qu'à Londres, 2 fois moins cher qu'à Paris. Donc je n'aurai pas la finance à l'IRA, soit à Francfort, soit à Paris, mais je peux avoir effectivement un véritable développement d'activité. Et on a mis en place dans la région une école européenne pour permettre aux enfants des cadres ou de ceux qui viendraient à Lille de pouvoir s'y installer. Donc je suis vraiment dans une logique d'attractivité, mais il faudrait quand même qu'ils sortent du brouillard politico-administratif qu'ils connaissent chez eux pour qu'enfin les investissements se réalisent. Merci beaucoup. Alors, nous aimerions revenir sur votre poste de président de région, vu que vous avez souligné, vous avez parlé de votre région, les Hauts-de-France, et vous avez parlé de négociations que vous étiez en train de mener avec l'État. Pourquoi nous aimerions aborder le thème de la relation entre les régions et l'État ? Vous, en tant que président de région, vous appelez l'État à prendre ses responsabilités et à être plus présent dans les régions qui ont souvent peu de marge de manœuvre. Et que faudrait-il donc changer dans les relations entre État et région, selon vous ? Et faudrait-il s'inspirer d'autres pays dans la relation entre État et région ? Oui, pour la santé, vous pouvez vous inspirer de la Suède, vous pouvez vous inspirer notamment de l'Espagne. En économie, vous pouvez vous inspirer notamment des lenders allemands. Bon, aujourd'hui, les régions, les nouvelles régions, depuis la loi de fin 2015, c'est beaucoup plus clair qu'avant. Les régions s'occupent de 3 compétences. L'économie, l'emploi, la formation, premier bloc de compétences, les transports et les lycées. Bon, comme on est en France, c'est un tout petit peu moins simple que cela, dans la mesure où, pour les transports, je m'occupe des trains, les TER, pas les TGV. Je m'occupe des bus interurbains, des bus scolaires, mais les bus à l'intérieur des agglomérations, c'est pas moi, ce sont les intercos. Les lycées, j'ai la compétence, mais pour les locaux, pour le matériel, pour le personnel d'entretien, de restauration, mais le personnel enseignant, c'est l'État. Mais enfin, il y a quand même un progrès, et c'est quand même beaucoup plus clair. Moi, ce que je demande à l'État aujourd'hui, c'est que dans mes 3 compétences, avant de me refiler autre chose, dans ces 3 compétences, qu'on me donne vraiment les moyens d'être beaucoup plus efficace. C'est ça que je demande. J'ai la compétence économique, sauf qu'une entreprise qui décide de s'installer dans la région, ou une entreprise qui veut s'étendre dans la région, c'est-à-dire qui veut faire une extension, bonjour le parcours du combattant. Et moi, ce que je demande, c'est à récupérer ces formalités, non pas pour faire la principauté des Hauts-de-France et avoir une loi différente, mais même en respectant la loi, de pouvoir contracter au maximum les différentes étapes et de faire en sorte que l'entreprise qui s'installe chez moi puisse s'installer beaucoup plus vite qu'aujourd'hui. Parce que le temps, c'est de l'argent. 2 chiffres. La Belgique, vous voulez vous implanter en Belgique plutôt qu'en France ou dans les Hauts-de-France, 2 fois moins de temps pour s'installer. Et la météo n'y est pour rien du tout, ni même l'accent belge. C'est tout simplement qu'eux ont moins de formalités et qu'ils vont plus vite. Je demande à pouvoir piloter ces formalités. Je ne demande pas 1 euro à l'État, je demande juste la capacité de faire gagner du temps aux entreprises et de leur dire, vous venez en France, ce n'est pas un problème. Tesla, vous l'avez vu, a décidé de s'installer en Allemagne plutôt qu'en France. Il y a 2-3 raisons à cela. La première, on va dire, oui, c'est parce qu'il voulait être sur le marché automobile allemand qui est le principal. Oui, mais ce n'est pas la première raison. Oui, mais il y a beaucoup d'ingénieurs en Allemagne dans le domaine de l'automobile, des batteries, de l'énergie, donc ils ont un vivier d'ingénieurs. Oui, ce n'est pas la principale raison. C'est tout simplement qu'en Allemagne, ils ont promis à Tesla qu'ils auraient toutes leurs formalités pour leur usine en 2 mois. En 2 mois. La moyenne française était à 7-8 mois, et moi, dans la région, je pouvais m'engager sur 5 mois. Et bien, vous voyez, ce n'est pas une question de pognon, parce que Tesla n'a pas demandé d'aide particulière, c'était tout simplement une question de temps. Et là, 2 mois en Allemagne, je ne sais pas s'ils peuvent tenir. 5 mois dans ma région, et ben on ne passe pas. Et Tesla s'est installé en Allemagne. Donc vous voyez, ce n'est même pas une question de pognon. C'est tout simplement une question de facilité. Et là, honnêtement, je plaide pour qu'on me donne la main pendant 1 an, pendant 2 ans. Et si je suis nul et qu'on n'a pas réussi à gagner du temps, et ben dans ces cas-là, l'État reprendra cette compétence. Mais qu'au moins, on essaye. Alors c'est vrai que je viens du monde de l'entreprise, même si je n'ai pas fait le SCP, je suis désolé. Et j'essaye dans mon comportement d'avoir une vision d'entrepreneur. D'ailleurs, je dis souvent, la région, c'est une entreprise où j'ai 8000 salariés. C'est moins que quand j'ai pris mes fonctions. J'ai un budget de 3,4 milliards et j'ai 6 millions de clients. Sauf que chez moi, tout le monde est client. Les gens qui vont bien, les gens qui ne vont pas bien.
les gens qui habitent dans le cœur de l'île, qui est une formidable métropole, et des gens qui sont en milieu rural et parfois dans la pauvreté. Tout le monde est client en politique. Mais en attendant, ce qu'il faut, c'est que j'ai des résultats. Et les résultats, en priorité, c'est l'activité, c'est l'emploi. D'accord, merci beaucoup. Aujourd'hui, certaines régions se sentent abandonnées par l'État et on constate que c'est dans ces régions que l'on retrouve un mécontentement élevé des citoyens. Aujourd'hui, la France traverse une crise sociale importante, celle des Gilets jaunes. Vous-même parlez de guerre contre la République. Quelle est votre analyse Attendez, je n'ai pas dit guerre contre la République en ce qui concerne la situation des plus pauvres. J'ai parlé de guerre contre la République sur une question très précise, qui est celle de l'islam politique. D'accord. Non, c'est pas pareil. C'est pas tout à fait pareil. Non, moi ma vision est la suivante aujourd'hui. C'est pas que l'État abandonne. J'aimerais que l'État fasse confiance. Mais je pense que pour beaucoup, pour le président de la République, les élus locaux sont en grande partie responsables de la situation du pays et qu'au final, parce qu'on n'a pas réussi vraiment à redresser, à relancer le pays, la classe politique en est responsable. Sauf qu'il y a peut-être des élus qui sont nuls, mais il y a des élus qui bossent. Il y a des villes qui réussissent. Il y a des régions qui réussissent. Il y a des départements qui réussissent. Et il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. C'est comme ceux qui disent que les syndicats servent à rien. Je suis désolé. Un syndicat comme la CFDT avec Laurent Berger, c'est un gars courageux qui n'hésite pas à s'engager et à faire des propositions. Il faut arrêter de mettre tout le monde dans le même sac. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, la situation du pays, c'est la suivante. On a longtemps pensé que c'est quand on n'avait pas de boulot qu'on n'arrivait pas à s'en sortir. Ce qui est vrai. C'est compliqué quand vous êtes au chômage, quand vous êtes au RSA, de vous en sortir. Mais certains ont découvert, moi je l'ai découvert auparavant, mais certains ont découvert avec la crise des Gilets jaunes, c'était même avec un boulot, on n'arrivait pas à s'en sortir. Et que même parfois, dans un ménage avec 2 salaires, quand ce n'est pas des gros salaires, on n'arrive pas à s'en sortir. Et moi, je suis intimement convaincu qu'un pays dans lequel les gens qui bossent, les gens qui veulent vraiment bosser, n'arrivent plus à s'en sortir, c'est un pays qui va dans le mur. Et ce n'est pas un phénomène franco-français. D'une certaine façon, le Brexit, c'est aussi ces Anglais qui n'arrivaient plus à s'en sortir, même en bossant. Et donc, mon sentiment, c'est que tant qu'on ne remettra pas des perspectives, un peu d'espoir, du pouvoir d'achat pour ces Français-là, on ne peut pas réussir. Surtout qu'en plus, il y a un nouveau phénomène. C'est que pendant très longtemps, il y a eu un phénomène de résignation chez beaucoup de Français. Or là, ils se rendent compte que soit par le vote pour les extrêmes, soit par la contestation et hélas, voire par la violence, on peut mettre par terre un système qui ne s'occupe pas d'eux et qui ne leur donne plus de perspective. Et c'est ça, aujourd'hui, qui a foncièrement changé. Et c'est là qu'il y a le danger. Et donc, quand je dis justement abattre la République, c'est dans un autre domaine qui est sur le respect de la laïcité et de l'autorité, mais je pense aujourd'hui qu'on est vraiment à un moment de bascule. Et vous parliez notamment du mécontentement. Moi, dans ma région, le Front National est très élevé. Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, il y a aussi un autre endroit où le Front National est très élevé. Il n'y a pas que dans ma région, c'est Provence-Alpes-Côte d'Azur, pour d'autres raisons. Et donc, plutôt que de m'attaquer, moi, dans une forme de croisade contre les dirigeants du Front National, j'ai décidé de m'attaquer aux causes du Front National. Les causes, c'est la misère, c'est le chômage, c'est les problèmes qui ne sont jamais réglés, notamment la jungle de Calais, avec justement les risques d'affrontement et des gens qui étaient exploités par des passeurs. Aujourd'hui, cette jungle a été évacuée, il n'y a plus les mêmes problèmes. Moi, mon job, c'est de régler les problèmes. Les extrêmes profitent des problèmes. Et c'est en ça qu'aujourd'hui, je pense que la politique peut permettre de changer le cours des choses, mais il faut déjà s'attaquer aux problèmes des Français. D'accord, merci beaucoup. Donc vous avez évoqué la laïcité comme priorité dans le pays. Et donc, il y a un sujet sur lequel vous êtes en désaccord avec Emmanuel Macron. Qui pas le seul. Peut-être. Qui est celui des listes communautaires municipales. Et donc, rappelons qu'Emmanuel Macron refuse de les interdire, ce à quoi vous, Xavier Bertrand, vous opposez par crainte de l'islamisme et de la radicalisation. Pourtant, cette position ne va-t-elle pas à l'encontre des principes des droits politiques des citoyens ? Pour rappel, l'article 4 de la Constitution garantit l'expression pluraliste des opinions et la participation équitable des partis et des gouvernements politiques. Ainsi, votre position ne va-t-elle pas à l'encontre de ces libertés politiques ? Oui, mais il faudrait que vous redonniez aussi la lecture de l'article 1 de la Constitution. C'est que la France est aussi une société laïque.
Voilà. Le problème qu'il y a, c'est qu'en 1958, on n'a pas bien défini ce qu'était la laïcité, parce que ce n'était pas la priorité. Et dans cette laïcité, on n'a pas non plus précisé que parmi les points les plus importants de la laïcité, c'est l'égalité parfaite homme-femme, le respect de la dignité de la femme. En 1958, on n'avait pas la même actualité qu'aujourd'hui. Et donc, moi, je suis entièrement d'accord pour que l'ensemble des partis puissent s'exprimer. Et puis, de toute façon, c'est aussi les partis qui sont extrémistes. Mais il y a une limite, c'est le respect des principes constitutionnels et de ce qui fonde clairement la liberté, l'égalité, la fraternité et la laïcité. La laïcité, ce n'est pas quelque chose qui vise à empêcher, ça vise à protéger avant tout. La question est simple. Quelle place on donne à la religion? Pour moi, la place donnée à la religion, c'est dans la sphère privée et dans les lieux de culte. C'est d'une certaine façon la sphère privée. Mais qu'on ne peut pas faire entrer la religion dans l'espace politique. Et moi, j'ai strictement aucun problème avec l'islam comme avec aucune autre religion. Ce que je ne veux pas, c'est d'un islam politique qui rentre justement dans la sphère politique. Parce que là, je vois bien ce que ça générera justement comme affrontement. Vous savez, moi, je suis l'adversaire des extrêmes et du Front National. Je ne suis pas un énervé, mais je suis très déterminé sur ces questions-là, parce que je pense que c'est la seule façon de permettre aussi à nos concitoyens de confession musulmane de pouvoir vraiment trouver leur place et de pouvoir également vivre leur religion. Je suis intimement convaincu que c'est en remettant les choses à leur place et en respectant la laïcité. Je vais vous dire ce qui risque de se passer. C'est vrai que dans la région, notamment à Maubeuge, l'UDMF, l'Union des démocrates musulmans de France, a présenté des candidats aux européennes. En tout, il y a eu 29 000 voix en France. On me dit 29 000 voix, oh, franchement, vous êtes en train de vous énerver. Déjà, je ne suis pas un énervé, mais j'entends ça, vous êtes en train de vous énerver pour 29 000 voix. Il faut savoir qu'il n'y avait pas de bulletin de vote. C'est-à-dire que les gens qui ont voté pour eux ont recopié un bulletin de vote en mettant les noms et tout ça. Il faut être déjà sacrément motivé. Et on attend quoi? Qu'on passe de 29 000 à 290 000 pour se dire, tiens, si on avait su, je vais vous dire ce qui va se passer. Parce que l'UDMF a annoncé le week-end dernier qu'il voulait présenter 50 listes. Je ne sais pas s'ils le feront. Mais si c'est le feuilleton des prochaines municipales, vous allez voir qui va profiter de la situation. Parce que vous aurez tout un débat là-dessus. Et moi, je préfère, en politique, prévenir que guérir. Et ce n'est pas parce que je suis un ancien ministre de la Santé, il vaut mieux prévenir que guérir. Et donc, il y a deux attitudes. Soit ils vont présenter des listes, soit ils vont aller voir des autres listes en disant hey, on fait moins de bruit, mais vous nous prenez sur votre liste. Je vous donne des exemples précis. Oyonnax, j'ai l'antenne de la manufacture dont vous parliez tout à l'heure, et il y a mon animateur de la manufacture veut être candidat au municipal. Là, c'est le parti Égalité et Justice, qui est l'émanation du parti de M. Erdogan, qui sont allés les voir en disant écoutez, on ne présente pas de liste, mais vous nous prenez sur la liste, notamment 3 sur les 10 premiers, qui seront en position d'adjoint, et voilà les thèmes que l'on veut mettre au sein de notre accord, même si ça, ce n'est pas forcément public. Il y a la question des horaires réservés dans les piscines. Il y a la création d'un city-stade, la gestion d'un city-stade à proximité de la mosquée, géré par une association. Et sur ces sujets-là, je suis désolé, on a peut-être été naïf pendant des années, mais moi, je revendique le fait de ne pas être naïf. Et je préfère qu'on règle ces questions. Et la question fondamentale, c'est le respect des femmes, l'égalité homme-femme. Et si vous mettez ça dans la Constitution, et si en plus les partis politiques français s'engagent à ne pas faire d'alliance, à ne pas prendre de candidats, je pense que ça ne fera pas de mal à la République. Merci beaucoup. Peut-être une dernière question. Alors, nous aimerions terminer cette interview en abordant un point qui cristallise la tension entre une partie des Français et le gouvernement, étant donné que c'est la raison pour laquelle il y aura une grande grève dès demain des transports, c'est celui de la réforme des retraites. Pour rappel, en 2003, Alain Juppé vous charge de réaliser un tour de France pour mener le débat sur la réforme des retraites, et vous êtes rapporteur du projet de loi qui découle de ce débat. En tant que ministre du Travail, vous êtes également chargé de gérer la réforme sur les régimes spéciaux. 2007. Et la réforme des régimes de retraite est pourtant une des priorités de cette année pour Emmanuel Macron en 2019. Comment expliquer l'épinosité et la longévité de ce dossier qui semble destiné à ne jamais trouver d'issue? Et avez-vous la même vision sur ce sujet qu'en 2003? Sinon, quelle est votre nouvelle position? Et attendez, on n'aurait rien fait, on ne payait plus les retraites depuis déjà 15 ans. Donc le vrai sujet, c'est pourquoi ce sont des réformes sur lesquelles il faut revenir. C'est parce qu'on vit de plus en plus longtemps. C'est une formidable bonne nouvelle. C'est ça le vrai sujet. C'est qu'on ne fait pas 2003. 2003, on décide de mettre la même durée de cotisation pour public et privé. Et ça semble évident aujourd'hui. En 2003, il fallait quand même aller se la cogner, la réforme. Hein. Non mais l'air de rien.
Et c'était pour financer la réforme. En 2008, les régimes spéciaux, c'est la première mise à niveau du système et où on demande aux gens qui sont dans les régimes spéciaux de travailler plus longtemps. En 10 ans, RATP et SNCF, ils bossent 3 années de plus. Et à l'époque, avec cette réforme, on a économisé 1,4 milliard. Le vrai sujet, c'est est-ce que vous faites un pas de 2 mètres ou est-ce que vous faites un pas d'1 mètre? On a fait un pas d'1 mètre à chaque fois. Et en 2010, j'ai oublié de le dire, on est passé de 60 à 62 ans. La vraie question qui se pose, pourquoi les gens, demain, vont manifester? Tiens, je fais l'interview ouverte, je vous pose la question. Bien, ils vont manifester parce qu'ils sont contre le projet d'Emmanuel Macron de... Qui est contre? Les syndicats de la RATP, de la SNCF. Pas seulement. Parce que si le mouvement de grève demain est suivi, il n'y a pas que les gens de la RATP et de la SNCF qui font grève. Il y a qui d'autre? Contrôleurs aériens. Les enseignants. Des avocats. Le vrai sujet, pardonnez-moi, ils ont réussi à foutre la trouille à 30 millions d'actifs. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on ne sait pas où ils veulent en venir et comment ils veulent y aller. Sur des réformes aussi importantes que les retraites, quand vous n'annoncez pas la couleur, et comme dirait quelqu'un de ma région, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Alors excusez-moi de citer Martine Aubry, c'est pas ma référence politique, mais cette phrase-là, elle résume bien les choses. Elle résume bien les choses. Et aujourd'hui, les gens ne savent pas ce qu'il y aura dans cette réforme. Donc très clairement, moi je pense que les retraites, vous pouvez tourner ça dans tous les sens. Mais alors vraiment dans tous les sens. Si on vit plus longtemps, il n'y a que 2 possibilités. 2 et pas 3. Soit on touche moins, soit on bosse un peu plus longtemps. C'est tout. Et si on expliquait ça aux Français en disant « Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous préférez? Toucher un peu moins ou bosser un peu plus longtemps ?» Là, les choses seraient très différentes. Là, on leur a fait croire qu'il y avait la réforme magique où au final, il n'y avait pas d'effort à faire, qu'on ne toucherait pas moins et qu'on ne bosserait pas plus. Excusez-moi, là, même David Copperfield à la grande époque, il ne savait pas faire. Hein. Il savait pas faire. Même le plus grand des magiciens ne sait pas faire. Et donc, quand vous ne dites pas la vérité aux gens, ils se disent hey, « Coco, tu es en train de nous emberlificoter ». Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Donc, moi de toute façon, je fais un choix. Je pense, qu'il faut dire la vérité aux Français. Soit vous touchez moins, soit vous bossez un peu plus longtemps. 2, le choix que je fais, et je l'assume, c'est de travailler un peu plus longtemps parce que les salaires en France ne sont pas très élevés. Ils ne sont pas très élevés pour plein de raisons, mais la principale raison, c'est qu'on a une protection sociale meilleure que dans d'autres pays. Sauf que la protection sociale, les cotisations qu'on vous prend tous les mois, c'est de l'argent que vous n'avez pas pour votre pouvoir d'achat et pour améliorer la fin du mois. La protection sociale, elle est là soit beaucoup plus tard avec la retraite, soit en cas de pépin avec l'assurance maladie ou la prévoyance, soit des moments heureux comme la maternité. C'est à ça que sert la protection sociale. Mais en attendant, comme on n'a pas de gros salaire, je pense qu'on ne peut pas toucher moins. Les gens qui, bien sûr, ont de très gros salaires, eux, peuvent se permettre de partir plus tôt parce qu'ils ont le revenu qui leur va bien. Mais quand vous êtes au SMIC ou un peu plus qu'au SMIC pendant toute votre vie, vous n'avez pas vraiment les moyens de faire des projets pour la retraite. Donc, c'est le choix. Et ce que je propose, c'est que dans 10 ans, on ne soit plus à 62 ans, mais à 64 ans. Dans 10 ans, pas en 1 an, pas en 6 mois, dans 10 ans. Et si vous faites ça, 64 ans, vous pouvez vous permettre de dire c'est 64 ans, sauf pour ceux qui ont vraiment un métier qui use et qui abîme. Parce que, excusez-moi, vous êtes derrière un bureau, ce n'est pas la même chose que d'être derrière un marteau-piqueur. Et là, il faut reconnaître qu'il y en a certains qui ne peuvent pas aller jusqu'à 64 ans. Et vous pouvez aussi avoir des métiers pour lesquels la nation estime que compte tenu de l'importance du métier, vous n'allez pas à 64 ans, partez plus tôt. C'est par exemple les policiers, ça peut être les gendarmes, ça peut être les militaires, ou ça peut être les infirmières ou les aides-soignantes, mais vous l'estimez. Et dans ces conditions-là, le conducteur d'un TGV, il n'est pas forcément légitime qu'il parte à la retraite plus tôt. Voilà. Et si vous faites ça, vous avez aussi une autre possibilité, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus aucune retraite en dessous de 1 000 € dans notre pays à la fin de ce quinquennat. Plus aucune. Et que vous n'ayez pas des gens dont on ne parle pas aujourd'hui. Ils sont agriculteurs, ils sont commerçants, ils sont artisans, ils sont déjà retraités et ils ont des retraites de misère et personne n'en parle. Et donc, si vous vous donnez un peu de courage en disant ça sera 64 ans dans 10 ans progressivement, vous pouvez remettre de la justice dans le système. Et vous savez, en 2003, il y a eu beaucoup de manifestants, mais on a réussi à faire passer la réforme parce qu'il y avait de la justice. Et la justice, c'était ce qu'on a appelé les carrières longues. Ceux qui avaient commencé à bosser à 14 ans, à 15 ans et à 16 ans, ceux-là partaient même avant 60 ans.
Une réforme dans laquelle il n'y a pas de justice, ça ne passe pas en France. Et je pense qu'on peut faire beaucoup de réformes dans ce pays, mais il y a un truc qu'il faut reconnaître, c'est que si vous ne mettez pas le logiciel de la justice, ça ne marche pas. Ça marche pas. Merci beaucoup. Nous allons donc passer maintenant à la seconde partie de l'interview et pour cela, nous allons laisser la parole à Antoine. Bonsoir Monsieur Bertrand. Il est désormais temps de passer à un moment un peu plus ludique, plus léger, mais néanmoins très sérieux de cette conférence. Je dois avoir peur là ? Peut-être, on verra. Je vous rappelle rapidement le principe. 2 propositions vont s'afficher à l'écran, donc devant vous, ici, et derrière vous pour le public. Et il s'agira de choisir celle qui vous plaît le plus ou vous déplaît le moins, le plus rapidement possible. Et pas de joker ? On verra. Saint-Quentin plage. Saint-Quentin-Plage, c'est On a parti. été les premiers. Wauquiez ou Pécresse? Pécresse. De Villepin ou Raffarin? Attention, question Je piège. suis à l'ESCP, Raffarin. Voilà. Raffarin. J'ai bon là. J'ai le point. Mais sacré personnage. Hein. De Villepin? Ah ouais, sacré personnage. Vous prenez la BD, vous prenez le film, vous n'êtes pas loin de la réalité. Hein. Quai d'Orsay, franchement. Donc, encore Raffarin Non, un petit point sur Paris ouais, maintenant. Dati. Griveaux ou Dati? Dati. Les Républicains ou En Marche? Républicain. Même si je ne suis plus dans ni l'un ni l'autre. Bienvenue chez les ch'tis ou on est chez nous? C'était terrible, on est chez nous. Non, je compris, près de chez vous. Vous connaissez pas ce film? Si. Ouais, c'était terrible. Hein. Bienvenue chez les ch'tis. Chirac beau ou film Sarkozy? aussi. Chirac. Saint-Quentin basketball ou le LOSC? Basketball. Mais le LOSC a fait une très belle victoire hier à Lyon. Châlons en Champagne ou Salon et Champagne? Châlons en Champagne. Même si on n'a pas encore annexé Grand Est, mais... France anti-voile ou voile anti-France? France anti-voile, oh là là. Ouais, mais attendez, vous voyez, en répondant comme ça, je vois bien le Châlons en truc. Champagne ou Salon et Mais- Champagne? Non, c'est celle d'après. France anti-voile ou voile anti-France, vous voyez, ça peut pas se répondre comme ça parce qu'après, ça fait des amalgames. Moi, je suis contre la burqa, espace public. Et après, j'ai des sujets notamment sur le voile à l'école ou pour les accompagnatrices ou dans les crèches. C'est le rapport justement à l'enfant. Mais le problème, il ne faut pas qu'on donne le sentiment qu'on est contre tout. Et c'est pour ça, moi je pense notamment, excusez-moi de revenir là-dessus, c'est la France n'est pas islamophobe. Je ne le pense vraiment pas. Mais il faut aussi qu'on fasse gaffe à ce qu'il n'y ait pas du tout d'amalgame. Franc-maçon ou franc-Macron? Franc-maçon. Je l'ai été, je ne le suis plus, mais je l'ai été un jour et j'ai toujours assumé complètement les choses. Morano ou Modiano? Morano, Modiano. La République en marche ou la République sans train? Ça, c'est pour demain. Je pense que c'est la République en marche qui est responsable de la République sans train. Et j'ai des choses à dire sur les trains. Un petit mot sur les trains? Ah ouais. La SNCF, mon Dieu. On est Moi, bien je fais un d'accord. chèque de 497 millions d'euros par an à la SNCF et je suis un client qui n'en a pas pour son argent. Bon, c'est compliqué d'être patron de la SNCF et le nouveau président, là, on va essayer de lui dire est-ce qu'on aura la chance que ça aille mieux derrière? Mais je pense que depuis 30 ans, la SNCF n'a pas eu les investissements nécessaires de la part de l'État. Et du coup, on a pris un retard pas possible, surtout qu'en plus, ils ont mis le paquet sur les TGV. Et je vois les trains du quotidien, que ce soit les retards ou autres, les gens n'en peuvent plus. Ils me disent notamment, franchement, vous nous dites de prendre le train plutôt que la voiture, d'accord, mais il faut qu'il y ait les trains, et si possible qu'ils arrivent à l'heure. Et je ne sais pas comment il va faire. S'il me promettait en 6 mois qu'il m'arrange tout, je me dirais, j'ai affaire à Pinocchio, le mec qui me dit ça à la SNCF, c'est pas possible. Et puis derrière, je pense qu'ils ont des priorités. Les trains, c'est prioritaire. Les voies ensuite, les cheminots, et ensuite les clients. Si les clients passaient en premier, je suis sûr qu'il y aurait une autre approche. Et vous avez aussi les agents de la SNCF, derrière les guichets, qui conduisent les trains, les contrôleurs, qui bien souvent n'ont même pas les informations. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Ce n'est pas les gens qui bossent à la SNCF qui sont responsables, c'est une forme de système SNCF. Et donc moi j'ai décidé d'ouvrir à la concurrence. Je ne suis pas un hyper-libéral, mais je pense que si on ouvre à la concurrence une partie des voies, ça va obliger la maison SNCF à se réveiller. Président de la République ou président de région? Je suis président de région aujourd'hui. Et dans le futur? Je vous dis, je suis président de région aujourd'hui. Xavier ou Monsieur Bertrand? Mon état civil, c'est Xavier. Hein. Ouais. Merci beaucoup Xavier pour votre franchise et votre honnêteté. Il est désormais temps de passer aux questions du public. C'est maintenant la fosse au lion?
On va voir. Bonjour Xavier, du coup. Je m'appelle Jonathan Vamser et je suis étudiant en pré-master à l'ESCP Et moi, comme Europe. je suis âgé, il faut que vous parliez un peu plus fort. Je m'appelle Jonathan et je suis étudiant à ESCP Europe. Et j'avais une question, parce que je trouve que votre vision de l'Europe est assez floue. Et donc, je voulais approfondir cela. Et en fait, je ne comprends pas votre vision de l'Europe. Parce que quand vous dites Airbus a été fait grâce à l'Europe, vous parlez de l'Europe des nations ou de l'Europe de la Commission européenne? Parce qu'il n'y a rien de plus protectionniste que la formation d'Airbus. Des subventions en masse de la part de la France, de l'Allemagne, une politique industrielle interventionniste, alors que Vestager a clairement dit aujourd'hui qu'elle était contre une politique industrielle interventionniste. Bah moi, je suis pour. C'est assez clair. Donc vous vous rapprochez de Bruno Le Maire. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que Je vois pas bien ce que vous voulez dire par là. je comprends pas quand vous dites c'est l'Europe qui nous a permis d'avoir Airbus. Bah oui, la coopération européenne. À une époque, quand même, pardonnez-moi, on se foutait sur la gueule entre Européens. Et pas seulement pendant la guerre, vous prenez ensuite l'après-guerre, ça a été ça l'Europe. Et après, on a fait la coopération autour de l'économie. C'est la CECA, c'est après des projets de coopération européenne. Donc derrière, moi je suis intimement convaincu que si vous voulez notamment reprendre une forme de souveraineté européenne, notamment sur l'automobile et sur les batteries, c'est mieux de bosser ensemble. Et ce serait bien que la Commission européenne nous autorise à le faire et nous donne même des moyens pour le faire. Le spatial, si on veut se faire bouffer uniquement par SpaceX et tout ça, on peut le faire. Mais si on garde de la souveraineté, elle se fera de niveau européen. Je ne sais pas si je suis plus concret, je ne sais pas comment je peux faire. Oui, je suis d'accord, mais c'est Vous juste n'êtes que pas c'est obligé d'être d'accord. Oui, mais en fait, je suis d'accord avec votre vision de l'Europe, mais la Commission n'est pas d'accord avec votre vision de l'Europe. C'est ça en fait. Enfin, il y a un problème administratif. Et Donnez-moi un exemple. Vous pensez à Alstom Siemens? Exactement. Ils s'y sont pris comme des branques. Merci. Non, mais ils s'y sont pris comme des branques. Les mecs, ils étaient en... Non, attendez, c'est lui le micro. Non, mais Alstom Siemens, ils ont été en terrain conquis et notre projet, c'est le meilleur au monde. Circuler, il n'y a rien à voir. Et quand tout le monde est tombé sur le dos de la Commission et de Mme Vestager, ils avaient qu'à dire un truc, les politiques. Bon, les règles de la concurrence, elle n'a fait que les appliquer, elles ne nous conviennent plus, alors on va les changer. C'est ça, faire de la politique. C'est au bout d'un moment, ce n'est pas les commissaires qui décident, c'est les chefs d'État et de gouvernement. Sauf qu'ils ont été beaucoup plus rapides pour lui tomber sur le paletot, Mme Vestager, qui est quand même super commissaire, je le dis comme je le pense, mais derrière, il faut changer les règles. Faire de la politique, c'est si vous avez le sentiment que vous ne pouvez pas agir à cause des règles, vous changez les règles. C'est ça le fond du problème. Après, je vais aller plus loin. Moi, je pense qu'il y a des secteurs dans lesquels on devrait décréter une souveraineté européenne, qui en mettant de l'argent européen, et aussi très clairement, on ne peut pas continuer à se faire tailler en pièces comme on le fait par les États-Unis au nom de l'extraterritorialité. Et quand même, le jour où ils ont envie de dire terminer tout ça, ils peuvent le faire au nom de l'extraterritorialité. Et nous, on réagit comment? Vous voulez un exemple de souveraineté en matière industrielle? La pharmacie. Regardez ce qui est en train de se passer en France sur les pénuries de médicaments. C'est peut-être parce qu'on ne les paye pas assez cher, je pense que c'est vrai, mais il y a aussi un autre sujet. Les molécules pour les médicaments et tout ça, elles sont fabriquées où aujourd'hui? Trop de questions. Pardon? Je sais pas. Bah si, en Inde et en Chine. Demain, vous avez une pandémie mondiale. Croyez qu'on va être prioritaire pour avoir des vaccins? Et même si on fait un gros chèque, vous pensez qu'on va passer avant eux? Certainement pas. C'est des sujets sur lesquels je pense sincèrement que l'Europe devrait mettre beaucoup de pognon sur la table pour qu'on relocalise de la production de médicaments tout simplement au nom de cette souveraineté et de souveraineté sanitaire et pharmaceutique. Et c'est la même chose pour l'agroalimentaire, c'est la même chose pour l'énergie. Vous mettez en place un écosystème où les gens se disent « Ok, ça vaut la peine d'investir en France, ça vaut la peine d'investir en Europe. » Et là, encore une fois, c'est l'Europe qui peut nous donner les moyens. Merci. Bonjour, je m'appelle Victoire, je suis étudiante à l'ESCP et membre de Tribune, mais je ne parle pas au nom de Tribune. Par rapport à la réforme des retraites d'Emmanuel Macron, je trouve que vous avez été assez injuste, parce que vous ne parlez pas du tout... C'est la réforme qui est injuste. Alors moi, justement, je ne trouve pas. On pourrait parler de... effectivement, l'âge de départ à la retraite ne va pas changer, mais actuellement, vous avez dit 62 ans, ce qui est le cas. Mais globalement, les gens partent à la retraite à 63,4 ans. Donc, ils travaillent quand même plus longtemps. C'est déjà le cas, ça a toujours été le cas.
Et par rapport aux minima, vous avez dit que les agriculteurs étaient oubliés. Pour moi, ils ne le sont pas. Avec l'augmentation du minima de la retraite, on passe de 900 à 1000 avec une indexation sur le SMIC. Mais pour les futurs retraités, Oui, pas bien pour sûr. les actuels. Mais on sait qu'aujourd'hui, c'est pas possible de mettre dès maintenant une réforme. Ça va se faire sur le temps long. Et pour ça, je pense que c'est totalement irréaliste de dire que la réforme ne va pas du tout parce qu'elle ne va rien changer en l'état actuel. Ça va être une grosse réforme qui va mériter du temps. Mais je pense que c'est assez injuste de dire que la réforme est mauvaise. Parce que pour moi, elle apporte de la clarté aux gens, même si ce n'est pas ce qui ressort dans le discours public. Et en soi, on entend beaucoup de voix, des syndicats, notamment de la CGT, qui vraiment cassent la réforme de manière injuste. Et quand je vous ai écouté, je n'ai pas trouvé que vous étiez très juste avec la réforme. Bon, écoutez, moi en matière de retraite, il paraît que c'est l'un des secteurs sur lesquels je me suis beaucoup investi. Je ne suis pas une référence, je ne suis pas un expert, mais je connais un petit peu. Après, on peut dire ce qu'on veut. Si vous avez une autre solution que toucher moins ou bosser plus, dites-le moi. Non, mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il n'y a pas 36 solutions? Soit on touche moins, soit on bosse plus. Oui. Mais les perdants, c'est les enseignants. Et vous imaginez, on leur dit que demain, ils auront 300 € ou 700 € de retraite en moins. Mais ça m'arrive à moi, vous ne croyez pas que j'ai envie de réagir? Parce que ce n'est pas en plus des gros salaires. Oui, mais attendez, vous revalorisez les salaires comme ça a été dit hier. Ça va donc produire ses effets pour les futurs retraités dans 42 ans. Et en attendant, les gens, ils font quoi? Ils touchent moins? Non, il ne faut pas s'étonner qu'après, les gens soient énervés quand même. C'est comme les avocats. Les avocats, ce n'est pas que des gens qui gagnent 30 000 € par mois. Il y a des gens qui gagnent 1 500 €, 2 000 €, 3 000 €. Et à ceux-là aussi, il y avait une baisse des pensions qui était programmée. Déjà que les salaires ne sont pas lourds en France, mais si en plus vous en faites des retraités, il y aura des retraités pauvres. Après, je vais vous dire, moi, ce que je reproche à la réforme. Encore une fois, c'est des sujets sur lesquels je bosse depuis, vous l'avez rappelé, novembre 2002. Ça ne me donne aucune qualité particulière, sinon de connaître les avantages et les inconvénients des différents systèmes. En 2010, j'ai déposé un amendement pour dire qu'il fallait étudier la mise en place d'un système par points. Sauf que le système par points, je vais vous dire ce qu'il y a derrière. Le système par points, c'est un système assez indolore qui permet de faire tenir le système par la variation du point et par la baisse des pensions. Je m'explique. Aujourd'hui, dans le privé, sur une carrière de 42 ans, on retient les 25 meilleures années. Vous êtes d'accord? Ça veut donc dire qu'on efface 17 années. Et on efface lesquelles? Les moins bonnes. Celles pour lesquelles vous avez gagné moins d'argent, soit parce que vous étiez au chômage, soit parce que vous travaillez à temps partiel, soit parce que vous touchiez moins. C'est comme vos moyennes. Vous enlevez les plus mauvaises notes, votre moyenne, elle augmente. La retraite, aujourd'hui, c'est pareil. Comme on enlève vos moins bonnes années, votre retraite, elle augmente. À partir du moment où on prend toute votre carrière, même vos mauvaises notes, votre moyenne, elle baisse, votre retraite, elle baisse. Et ce qu'il y a derrière le système par points, c'est un système qui est plutôt indolore pour pouvoir, en faisant baisser les pensions, équilibrer le régime de retraite. J'aime pas l'hypocrisie. Voilà, c'est tout. Je préfère, comme je le fais, et je ne me fais pas des copains en disant 64 ans en 2030, je préfère annoncer clairement la couleur. On aime ou on n'aime pas, mais je pense qu'en France, on préfère être en désaccord avec un mec qui est clair, mais on ne sera jamais en accord avec un mec qui n'est pas clair. C'est mon choix. C'est mon choix. Et puis, je suis désolé, la retraite minimum à 1 000 €, je connais assez bien celui qui l'a proposé pour la première fois dans le débat, c'était le 31 mars 2019 dans le JDD, c'est moi qui fais cette proposition. Et maintenant, elle est reprise. Et le problème qu'il y a, c'est que si vous ne touchez pas à la retraite déjà liquidée, déjà à ceux qui sont en retraite, vous ne pouvez pas détourner la tête de ces agriculteurs qui sont aujourd'hui avec des pensions de 500 € par mois. Ce n'est pas normal. Or, si on avait le courage d'augmenter, on a des marges de manœuvre et on peut eux aussi augmenter leurs pensions. C'est ça mon sujet. C'est ça. Ce sera la dernière question qu'on prendra ce soir. Rebonsoir. Dans leur dernier livre, Gérard Davray et Fabrice Lhomme évoquaient la haine intrinsèque à la droite. Ils évoquaient les divisions qui ont mené à l'état de la droite aujourd'hui. Ma question, c'est est-ce que vous pensez que la droite sera capable de s'unir autour d'une seule personne pour les échéances à venir, notamment la présidentielle de 2022, et notamment, pourquoi pas autour de vous? Quel est votre avis sur cette situation?
Est-ce que les égos, les questions de personnes sont plus fortes à droite qu'à gauche? C'était ça un peu votre question? Bah, La question, réponse c'est est plus, plutôt oui. est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a plutôt toujours oui. une division à gauche? Depuis 2002, Oui, il y a mais- toujours eu mais- plusieurs candidats. Il y a toujours eu plein d'ambitions et tout ça, mais je pense qu'à droite, la question des égos est toujours plus forte. Je pense, je crois. D'ailleurs, l'histoire politique, vous prenez Barre Chirac, Chirac Giscard, Chirac Sarkozy, c'est quand même à droite qu'il y a toujours eu le plus de violence. Je crois que ça, c'est une constante. Deuxièmement, est-ce que c'est éternel? Non, peut-être pas, parce qu'à un moment donné, je pense que si la droite, ou si un candidat issu de la droite ne gagne pas la prochaine présidentielle, je pense que c'en est fini de la droite. J'ai une lecture très particulière. Je pense que le Parti socialiste aura du mal à pouvoir ressusciter parce que je pense que les écologistes ont pris une bonne partie de leur électorat. Je pense que s'il n'y a pas un candidat issu de la droite qui gagne la prochaine présidentielle, les électeurs de droite diront aux dirigeants « Hey, vous avez perdu 2012, 2017, 2022. Si vous ne savez pas comment gagner, nous, on sait. » Et je pense qu'une grande partie ira dans les pattes du Front National. Donc moi qui suis un adversaire résolu des extrêmes, parce que je sais comment ils sont dans ma région, je dis très clairement, s'il n'y a pas un candidat qui réussit à l'emporter, sauf que l'emporter, ce n'est pas le sujet. Le problème, ce n'est pas de gagner. Le problème, c'est de savoir si on remet ce pays sur pied et si on remet à la fois de la justice dans le pays. C'est ça le fond du problème. Ce n'est pas d'être un bon candidat le sujet. On s'en fout d'être un bon candidat. C'est de savoir si vous pouvez être un bon président. Et là-dessus, ça veut dire comprendre ce que vivent les Français, ce qu'ils veulent, et être capable de vraiment se battre pour améliorer les choses. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles moi je pense qu'une formidable erreur a été de considérer le quinquennat comme une formidable bonne chose. Parce que le quinquennat, c'est comme aux États-Unis. Celui qui rentre, il n'a qu'une envie, c'est d'en faire deux, et pas un. Et même les plus courageux, plus ils s'approchent, vous savez quoi? Eh ben, ils mettent leur courage dans leur poche parce qu'ils ne veulent pas que ça compromette leur chance de réélection. Et ça, moi, je l'ai vu avec des présidents, et vous le voyez même aujourd'hui. Le président de la République n'a pas la même attitude parce qu'il veut se représenter en 2022. Et si vous aviez la possibilité de faire qu'un seul mandat, dans ces cas-là, si vous mettez de la justice et du courage, je pense que vous pouvez faire des bonnes choses dans ce pays. Voilà, moi, le sujet. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Xavier Bertrand, pour cette conférence. C'était un immense plaisir de vous accueillir ce soir. Nous tenons également à remercier nos partenaires, le journal des Business School, les champagnes Jacquino Office et le cabinet de conseil Wavestone. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour la prochaine conférence avec la ministre des Armées Florence Parly. Bonne soirée à tous et monsieur Bertrand, nous nous retrouvons dans 5 ans. Merci de votre invitation en tout cas. Merci beaucoup.